Merci de venir à cette présentation. Il y aura un petit bout en anglais parce que j'ai en guest star un ingénieur data du client, puisqu'en fait, on va présenter un retour client aujourd'hui sur une solution qu'on a mise en place. Et donc, j'ai Lizou qui est ici, qui va se présenter. Et il y aura je dirais, les 3-4 premières slides qu'on va faire en anglais. Donc, j'espère que ça va pour vous. Et puis après, j'enchaînerai en français où Lee ira se coucher puisqu'il est, il est 2 heures du matin pour lui, puisqu'il est en Central Time aux États-Unis. Ça marche, super. Voilà. Et je te relais les questions, ça va? Si j'ai des questions dans la conversation, je te les fais comme ça. Bien. Ça marche. Bon, bah vas-y. Allez. So I will present in English for the first few slides, as I have as a co-host Lizou that is here, and I will share my slide. Let me get to the slide. Here you go. Yes, perfect. So I will present some mainly change data capture at a client. Let's go next. Those are the presenters today. So myself and you know me, I don't have to represent myself. I just have a company that does database consulting, mainly in the US, in Europe. And here's I want to introduce Lizou, and I'm gonna let him just introduce himself and tell who he is at TCTRA and what was his responsibility during the project we've been involved into. Lee, can you? Yeah. Thank you, Clément. Can you hear me? Yes. Yeah, thank you. Nice to meet everyone. And this is nice to meet Joe. I'm the principal data engineer at Dcetra. I'm mainly responsible for design and support our data modernization in Dcetra, and work with Clément to manage and support our data practice. Thank you. Thank you. Thank you, Lee. So what is TCTRA? Because it's always better to know what the client does before we present the solution. So what they do is their aim is to provide to the underbanked market, meaning the people that do not really have a bank account or that kind of thing, access to telecom products. And they provide that through a large sales dealership where the person that doesn't have a bank account just go to the dealership to get like prepaid card, for example, and being able to call their friends in Latin America or that kind of thing. The idea behind is TCTRA provides a software solution to the dealership so that when they give a card to the end user, they can activate the card through a data processing system and can fill up the cards, like put 10 minutes, 1 hour, 2 hours of phone calls to Mexico, that kind of thing. TCTRA has been there since 2007, and I've been following with them since 2007 their data practice, and they're located in Columbus, Ohio. This is like in a nutshell of what they do. Before I'm going to do that in English, in French, Lee, if you don't mind, and then I will leave you to talk about the architecture of the data pipeline. Yeah. Donc, l'important, c'est quand même de dire sur le sujet technique sur SQL Server, sur quoi on va se pencher. On va se pencher sur le change data capture. Et en fait, cette slide, je la trouve intéressante. On peut la trouver sur Microsoft. Il n'y a rien de spécial. Mais c'est bon de remettre à plat en fait ce que c'est que le change data capture. Donc, ce qui est intéressant avec le change data capture, c'est une solution qu'a SQL Server pour
en fait capturer tous les événements d'insert, d'update, de delete d'une ou plusieurs tables d'une base de données. Et l'intérêt là-dessus, c'est que du coup, énormément d'outils tierces pour synchroniser, par exemple, sur des dataware ou des choses comme ça, utilisent ce système de change data capture. Alors, par exemple, Stream, Fivetran, DataStream, Data Migration Services de AWS ou de Google Cloud, des choses comme ça, ou d'Elysium. Donc, c'est une solution qui a été, finalement, maintenant, on ne peut plus vraiment l'enlever parce qu'elle est utilisée par plein d'outils tierces pour synchroniser leurs données d'une source de données SQL Server à une autre source de données SQL Server ou à une autre source de données complètement différente comme BigQuery, Redshift ou des choses comme ça. Ce que je voulais montrer, c'est aussi les différences et les similarités qu'on pouvait avoir sur les autres outils que propose SQL Server. Pour moi, il y en a deux principaux. Il y a la réplication transactionnelle et le change tracking. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer un petit peu les similarités et les différences. Dans les similarités, je trouve que c'est assez user-friendly, comme on dit, pour faire des requêtes SQL, pour interroger les données justement de changement. Ce qui est assez, c'est pas du tout les mêmes fonctions, mais ce qui est un peu le cas également dans le change tracking, qu'on peut aussi activer par table. Donc ça, c'est le côté un peu similaire. Le côté aussi que j'aime bien, c'est il n'y a pas besoin de distributeur ou de publisher ou de souscription comme la réplication transactionnelle. Le côté qui est similaire à la réplication transactionnelle, c'est le fait qu'en fait, on fait c'est un process asynchrone qui en fait qui est un job qui va lire le log et non comme le change tracking un process synchrone pour écrire dans une autre table. Et ça, c'est très important en termes de performance parce que justement il utilise un peu d'IO, un peu de ressources du serveur, mais lorsqu'on écrit sur une table de façon concurrentielle ou lorsqu'on fait du load test sur une table, finalement, l'impact du change data capture, il est minimal. Il n'est pas neutre, mais il est minimal par rapport au change tracking qui peut vraiment avoir un impact important puisque le change tracking peut être plus considéré comme un trigger, un déclencheur managé d'une table. Et donc, du coup, il y a, lorsqu'on écrit dans une table, on écrit finalement dans deux tables puisque c'est de façon synchrone. Et je préfère, moi, le change data capture de la réplication transactionnelle et de change tracking pour la simplicité de mise en place, et également pour le côté asynchrone utilisé par les log readers, par le log reader. Donc ça, c'est les différences et similarités que je vois. Dans les restaurations de bases de données avec le change data capture, j'aime bien l'option Keep CDC qui permet en fait soit de restaurer les événements, soit de ne pas les restaurer. Donc ça permet d'alléger potentiellement la restauration ou pas. Un autre truc que j'aime bien aussi, c'est que les événements CDC sont répliqués également, puisqu'en fait, ils sont intrinsèquement des données qui sont sur la base de données, dans tous les nœuds de Always On. Donc, il y a un nœud, le nœud primaire, celui qui écrit également dans les tables de CDC, mais ces événements sont également répliqués dans les autres nœuds, ce qui est important, notamment dans une architecture finalement assez classique, qui est d'avoir un read réplica et de pouvoir lire les données CDC du read réplica au lieu de les lire du nœud primaire. Dans ce que j'appelle les gotcha, où il y a un lien d'ailleurs, hein, je pourrais partager la présentation. Ce qui est un peu complexe parfois, c'est la gestion des opérations DDL, de changement de structure sur les tables sources. Il faut
c'est pas forcément si simple que ça. C'est-à-dire que le CDC le permet sans trop être invasif, mais par contre, soit on accepte de perdre les données en désactivant le CDC, en réactivant pour avoir la nouvelle structure, soit on accepte de potentiellement ne pas avoir la nouvelle colonne si on veut conserver et on ne veut rien changer, soit on peut éventuellement avoir des incidences lorsqu'on change les types de données, par exemple, qui ne sont pas compatibles. Donc, il y a un certain nombre de choses dont, justement, le cas d'usage dont je vais traiter essaye de pallier. Donc, sur les choses un peu compliquées, juste quand on veut pallier ça, c'est comment on va migrer les événements CDC lorsqu'on change ce qu'on appelle de capture, puisqu'on a le droit à 2 captures avec le change data capture. Et également, la solution que j'ai proposée va permettre cette fameuse migration. Il y a aussi une gestion un peu particulière lorsqu'on a des collations qui ne sont pas compatibles au CDC. Typiquement, il y a des cas ici, hein, mais si vous allez lire ce lien, un type de données en varchar avec une collation chinoise, quand on va sur du CDC, est incompatible, alors qu'en nvarchar, ça fonctionne. Donc, on a des choses qui font que le CDC a peut-être des prérequis qui ne sont pas satisfaisants pour être mis en place par rapport à l'usage qu'on en fait actuellement, quoi. Sur le fait que voilà, la table elle est présente, donc changer de varchar à nvarchar juste pour que le CDC fonctionne, c'est pas forcément adapté. Également, on ne peut pas faire de alter table en ligne. C'est-à-dire qu'il y a toujours du lock ou des choses comme ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en ligne quand on a du CDC dessus. Donc, j'ai parlé des types de données qui sont potentiellement incompatibles. Quand on fait des actions pour enabler le CDC, on a, ce qui est assez logique, un lock du schéma qui est plus ou moins long en fonction d'un potentiel rapport qui est énorme dessus. Imaginons qu'on a une requête qui dure 1 heure sur un read réplica et on veut mettre du CDC sur cette table, il faut attendre que le rapport soit fini pour le mettre. Donc, ça, c'est des choses à savoir. C'est assez facilement gérable, mais voilà, il faut le savoir. Alors, quand je dis obscure monitoring but necessary, c'est que la plupart des gens ne savent pas forcément comment monitorer le CDC. C'est pas clé en main. Il faut juste le mettre en place et savoir comment le mettre en place pour pouvoir finalement s'assurer que le CDC n'a pas d'impact négatif. Le plus gros impact négatif en général, c'est la latence de données, où là, il faut calibrer potentiellement certaines options du CDC, soit réduire les paquets, soit augmenter la synchronisation, etc. Et également un impact sur le log transactionnel, enfin sur le fichier de transaction, qui est également un impact qu'aurait eu la réplication transactionnelle d'ailleurs, puisque finalement, lorsque il y a une potentielle grosse latence ou un log par rapport à justement une désactivation de CDC ou des choses comme ça, on peut avoir le log de transaction qui peut grossir avant le commit, en fait, finalement, des événements de CDC. Ça, c'est finalement un DBA pour mettre ça en place. Et en général, je peins un tableau négatif, mais 95% du temps, tout se passe super bien. Moi, je trouve qu'on a moins de problèmes que la réplication transactionnelle. Et typiquement, dans le cas d'usage qu'on a là, chez TCTrack, il y a pas mal d'activités. Il y a très, très peu besoin de faire de
d'administration de CDC, ça se passe très bien. J'ai une question. Oui. Ouais, j'ai une question de Romain. Est-ce qu'il y a des limitations sur les modes d'isolation possibles avec le CDC? Est-ce que le RCSI, par exemple, est possible? Est-ce que donc l'isolation read committed snapshot? Non, on peut le faire et d'ailleurs dans le RCSI, justement dans le cas d'usage que j'ai, on utilise le snapshot isolation pour Debezium, qui va être l'élément qui va capturer les événements pour aller les extraire. Donc ça se passe assez bien de ce côté-là. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Puis alors un tout petit truc, mais enfin, c'est vraiment, ça va pas être à la marge, mais c'est lorsqu'on utilise des variables avec le partition switching, a priori c'est pas encore supporté. Peut-être plus tard, ça le sera. C'est pas, pour certains c'est pas un détail, mais la plupart du temps on n'a pas trop de problèmes là-dessus. Okay, Lee, I'm sorry, was a bit long, but do you want to present this slide or the next one or both of them? I think this one I will just quickly go through because this is basically a logical design of our data pipeline, and I think the next one is more like how we set up our infrastructure and the physical setup. I will go through the step in the next slides, but from here we can see that we will start with the CDC event generated from the primary database and replicated with always on to the read replica. And we have our AWS managed Kafka instance, which they called MSK, with Debezium as MSK connector reading from the CDC table from the read replica and generate as a Kafka message and then generate those topics, and Redshift will have the native integration with the Kafka. We can use the materialized view to subscribe that topic and automatically read the message from Kafka into the materialized view, and that will help us to handle the from the data warehouse ETL process. This will help us to handle the extraction part, and after that we use our DBT to build our data model, which handles the transformation part. And Clement, can you go to the next slide? Thank you. Okay, yeah, this is our actual infrastructure setup. So we have our production environment, and it's set as a SQL Server always on cluster, and we have our production SQL Server database with CDC enabled. All the CDC events will automatically replicated to the read replica nodes, and with the current setup, we only allow our Debezium connecting to the read replica. So it doesn't even need to be aware of there is a production primary database, which help us to segregate the permission and the accessibility. Also help us to isolate the production database from any disruption from the Debezium side. So when we have the events generated from the read from the production, then flow to the read replica, MSK connector, which is Debezium, will automatically create the topic, load the message, and then we use them, like I mentioned earlier, that we have the materialized view will automatically ingest into the Redshift, and from the Redshift side, we can utilize data share or any other method that built in to also distribute that data to different serverless or another Redshift node as a consumer for read-only purpose. The whole process to establish the data pipeline is we enable the CDC, and then we will
maintain metadata of all the CDC table, and that will help us to decide which table we want to enable CDC, which disable we don't want to. We want to isolate from the CDC setup, and based on that table, we generate the CDC control. We generate the CDC event table, and for each CDC event table, Debezium will create a topic, and then Kafka will load the CDC events into each topic as a message, and from the Redshift side, Materialized View will consume those message from the Kafka. Thank you, Lee. Yeah. I just want to add as well, and then I will finish with my English, that the idea, the nice thing with Always On is we have a primary replica that, you know, we write on, so the CDC are written in there, and we have also a passive node, and we have like three additional read replica for different usage. One of them being this data pipeline. What is nice with CDC is you can also set up the failovering of the fact that if the primary fails, there's a secondary that can pick up where it left off, and the CDC events are gracefully written afterwards on the other nodes. And this way, MSK doesn't even care because it goes to the read replica and it doesn't even see that there was any failover whatsoever. Thank you, Lee. I will continue in French. Yeah, thank you. Yeah, thanks a lot. Alors, j'ai une question. Il y a une question de Jean-Yves. Comment gère-t-on la reprise d'activité sur incident sur un environnement non redondé par opposition à change tracking, surtout couplé à Service Broker, qui est mon cas? Comment ne pas perdre de changes tout en utilisant les fonctions built-in FN, CDC, SQL Server de récolte? C'est un peu complexe. Question. Non, ça va. Enfin, je pense qu'il a chopé. Alors, sur notre use case, quand il y a un incident sur le primaire, comme je disais, l'écriture se fait sur le secondaire et les jobs sont redondés de telle façon que la capture d'écran repart automatiquement. Sur les built-in FN CDC, normalement, ce qui est très important, c'est de lire le dernier LSN qui a été lu. Faut pas forcément se fier sur la date qui peut être traître, en fait, puisqu'il y a une latence sur les événements CDC. Donc, s'il y a eu une latence, j'exagère, hein, mais c'est pour juste expliquer la chose. S'il y a une latence d'1 minute, par exemple, il ne faut pas se baser sur les dates, il faut se baser sur le LSN, Log Sequence Number, de telle façon qu'on lit le dernier Log Sequence Number qui a été lu, et on se base sur celui-là pour commencer la nouvelle lecture s'il y a eu un incident. Comme ça, on est sûr de ne pas perdre d'événements. Et du coup, l'idée de faire une table de paramétrage par table, si je puis dire, oui, qui contiendrait un LSN number spécifique à la table, par exemple, pour pouvoir injecter éventuellement une valeur de reprise, comme je disais sur incident, c'est si on doit arrêter le système, c'est à peu près ce que tu imagines faire. Par exemple, oui, c'est exactement le type qui intéresse. Alors, nous, c'est géré par Debezium, toute cette gestion de reprise sur erreur par rapport au LSN. Il y a des tables, je ne crois pas que c'est des tables, c'est peut-être des choses en mémoire, je ne sais plus trop comment il fait. On peut même, si Lee est toujours là, non, je crois qu'il est. Non. Ellie, one question. Yeah. Do you know Debezium find a way to take care of, like if, for example, Debezium, like there's an issue, how does he make sure that he reads the last LSN-based event from the last LSN-based event? Within MSK, basically Kafka, when we set up the Debezium as a connector to read the CDC events, there is an internal metadata topic that helps Debezium to manage the
offsets, which is the last LSN. That also help us to reload the data if you drop the topic and send a signal to that table to tell Debezium that I need to reload a specific table. Then Debezium will recognize that signal and automatically load from the base table, then go into the CDC event to reinitiate the whole topic. Thank you, Lee. Yeah. Est-ce que ça t'a répondu à ta question, Jean-Yves? Oui. Actuellement, j'utilise un job qui va à intervalles réguliers faire la récolte avec un Windows frame, une time frame, je veux dire. Et du coup, le problème, c'est que je perds quelques enregistrements de façon erratique. Et je pense que c'est à cause de la conversion LSN millisecondes, quoi, on va dire. Oui, ça doit être quelque chose comme ça. Ouais, c'est le souci, c'est vraiment s'assurer qu'on utilise voilà, le LSN qui est un élément plus atomique, j'allais dire. Alors, Debezium, en fait, c'est clé en main, donc on n'a pas besoin de se soucier de ça. Il y a quelque chose qui gère ça par rapport à, comme il dit, un topic de metadata qui va regarder le dernier LSN, parce qu'il y a une fonction, en fait, qui permet de connaître le dernier LSN sur toutes les, les tables. En fait, au tout début, tu as une fonction, il faut que je la retrouve si tu veux, où il dit quel est le dernier LSN, quel que soit si tu as 200 tables en CDC, et il le donne. Et tu le stockes, et du coup, quand tu fais ta requête, tu prends sur le dernier LSN, donc tu n'as pas de problème de reprise sur erreur, puisque tu sais que s'il y a eu des latences, c'est comme ça que c'est géré, quoi. Mais je la vois, cette fonction. Le problème, c'est comment on appelle ça? Tu sais, les intervalles, c'est le recouvrement d'intervalles. C'est ça qui me pose problème. La fonction, mais sinon, ça marche très bien, CDC. J'ai aucune perte de change. Mais par contre, moi, quand je vais les récolter, c'est là que... C'est la récolte, oui. Ouais. C'est la récolte. D'accord, je vois. Oui. Donc, je pense que c'est une bonne solution. Je vais regarder cette solution-là, ça m'intéresse. Ça marche. Je t'en prie. Thank you, Lee. I will continue in French, even though it's written in English, but I appreciate it. Sure. Thank you. Donc, peut-être pas reprendre ce qu'a dit Lee, surtout qu'il est 9h30 et en fait, j'ai quand même une démo que j'ai envie de faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas là que pour parler d'architecture, on est aussi là pour voir comment ça a été développé. Donc, je ne vais pas reprendre ça. En fait, c'est tout ce qu'a dit Lee sur le fait qu'en fait, Debezium, le connecteur, va envoyer des messages en format JSON sur la QMSK. Et du coup, une fois que c'est persisté dans une QMSK, c'est un topic classique et donc il peut y avoir plusieurs consommateurs et donc on peut faire tout ce qu'on veut là-dessus. Donc à la limite, même après, c'est moins important. La seule chose qui est intéressante dans le pipeline qui a été mis en place, c'est le fait qu'on autorise l'augmentation de schéma. C'est-à-dire que si on change, si on fait un changement de structure sur la table, en CDC, on n'a pas besoin de... en fait, les équipes de Lee peuvent changer la structure et ne pas se soucier finalement que les événements CDC n'auront pas la nouvelle structure. C'est ça le challenge qu'il y a eu dans ce cas d'usage. Donc derrière, comment ça se passe? En fait, il y a... en fait, on a la notion de snapshot. En fait, on a le droit à 2 captures grâce au change data capture sur la même table. Et on joue avec ces 2 captures finalement pour changer la structure des données. Pourquoi? Parce qu'on veut se permettre l'opportunité de migrer les événements CDC avant de mettre la nouvelle structure de CDC. Parce que l'enjeu, c'est qu'il y a une solution très simple qui est souvent utilisée, qui est de désactiver le CDC sur la table dont on change la structure, changer la structure et réactiver le CDC. Le problème de ça, c'est qu'il y a toute la gestion des événements CDC qu'on perd. Et dans un environnement en temps réel comme celui que je présente, on ne veut pas, ils ne veulent pas trop mettre en pause, par exemple, ce qui est fait chez Debezium. Donc, on a besoin de pouvoir, de façon gracieuse, faire un déploiement du changement de structure
et tout en gardant les événements CDC. Et en fait, on utilise ça avec des notions de schema lock, évidemment. C'est-à-dire qu'en fait, on s'assure que pendant le changement de capture, la migration des événements CDC, on s'assure qu'il n'y a pas de changement de structure de la table en même temps, puisqu'elle n'est pas instantanée, hein, cette migration d'événements CDC. Si on a 3 millions d'événements à migrer, ce ne sera pas forcément instantané, c'est quelque chose qui peut prendre 30 secondes, 1 minute ou des choses comme ça. Et on le fait en fonction d'un déclencheur base de données sur l'événement alter table, qu'on verra d'ailleurs après. Et ça permet à TCETRA, par exemple, de pouvoir utiliser toujours leur pipeline CI/CD qu'ils utilisent. Ils utilisent Liquibase qui leur permet en fait de faire des changements de structure sur toutes ces tables qui subissent les événements CDC. J'ai un certain nombre de runbooks. Il est 9h34, je ne veux pas trop rentrer dans les runbooks, mais finalement, l'établissement, ça demande quand même un certain nombre de préparations. Et dans ces runbooks que je pourrais partager, il y a des codes, il y a tous les codes en fait qui a été mis en place et comment en fait ça a été mis en place en fonction de la fonction à observer. Donc par exemple le runbook 3, c'est pour les gens qui s'occupent de l'infra et s'assurer que tous les nœuds qui peuvent devenir des nœuds primaires pourront facilement faire la reprise sur failover des événements CDC. Un autre runbook intéressant, c'est pour les DevOps, savoir comment observer justement la performance du CDC et surtout aussi les échecs quand le CDC ne fonctionne pas. Donc, s'assurer que les jobs de capture d'écran fonctionnent toujours, s'assurer que les jobs de clean-up fonctionnent toujours, que les latences ne deviennent pas anormales, des choses comme ça. Et j'aurais pu le partager, mais comme j'ai que 25 minutes, je veux vraiment faire la démo parce que je pense que c'est ce qui intéressera le plus de gens. Ouais, et évidemment, il y a... J'ai une question de Bilal qui dit « On s'assure du non-changement du schéma avec quels moyens ?» Point d'interrogation. Est-ce que c'est un data contract, fichier YAML en général pour verrouiller le schéma attendu? Point d'interrogation. Non, bah là, pas dans la use case que j'ai mis en place. En fait, je n'ai pas mis de... vous voulez dire par rapport à pendant la migration de CDC? Je sais pas. Bilal, tu peux poser la question. Si bonjour à tous. Salut. Bonjour, Tim. Clairement, en fait, oui, c'est ça, parce qu'en fait, pour mettre un peu on va dire, de garde-fous quand on le fait, cette opération, parce qu'il faut avoir un moyen pour monitorer ou s'assurer qu'il n'y a pas de changement pendant cette étape-là, parce que sinon, ça va tout mettre en... Alors, en fait, quand on fait un changement de schéma, il y a les garde-fous sont en fait intrinsèquement il y a un runbook pour ça, dans une procédure stockée en fait qui fait dynamiquement tous les changements. C'est reject, c'est une sorte de reject, c'est ça? Il fait des rejects à la procédure stockée, c'est ça? C'est ce qu'elle fait? Elle regarde d'abord si c'est une table qui doit être qui est monitorée par cette fameuse table de metadata dont Jean-Yves parlait et lit. Oui, j'avais compris ça tout à l'heure. Oui. Ouais, et en fonction des configurations qu'il y a sur cette table de metadata, applique un lock. Donc, il vérifie s'il y a un log dessus. S'il y a un log déjà dessus, il dit je rejette parce qu'il y a déjà quelqu'un qui est en train donc c'est une table de rejet. C'est bon. Ouais, voilà. Automatiquement, ça rejette les changements de CDC s'il y a un log déjà dessus. Sauf si c'est un log qui est de la même session, puisqu'on pourrait très bien considérer de faire un begin tran, de faire un alter table et après un commit tran. Donc là, il vérifie si la transaction est propre à la session ou pas. Et s'il n'y a pas de transaction, il y a une transaction qui est auto-générée pour justement s'assurer s'il y a des accès concurrents, d'éviter que les accès concurrents mettent un peu le bordel dans
tout le process. On pourra regarder la procédure stockée d'ailleurs dessus si ça vous intéresse. Merci. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais c'est très clair. Merci Clément. Et sinon, il y a un runbook que tout le monde n'a pas envie de parler, mais qu'il faut quand même, c'est qu'il y a la notion de permission. Donc, tout a été géré avec des rôles, des database rôles pour que Debezium puisse lire ce qu'il a le droit de lire, puisqu'en fait, c'est dynamiquement autogénéré par la table de metadata. Et également, il y a un rôle qui est ce que j'appelle DB CDC Editor, qui permet en fait à notamment l'utilisateur Liquibase de pouvoir changer les structures CDC, puisqu'en fait, il faut les changer, et donc ça élève les permissions. On évite quand même d'élever les permissions à DB Owner en contextualisant en fait la permission. Tout ça, c'est dans ces runbooks-là. Merci. Je suis content parce que comme ça me permet de faire démo time, parce que c'est ça que je voulais. Et donc, je vais ramener. Je suis déjà en VPN, en fait. J'ai volontairement voulu aller faire sur un serveur, pas de prod évidemment, de dev. Allez, c'est tout petit. Je vais changer le partage d'écran parce que ma résolution est trop importante pour aller sur un écran qui est plus adapté. Alors, 2 secondes, hop, voilà. Et donc là, je suis sur une stack qui est en fait utilisée pour gérer la pipeline. Donc, je vais présenter en gros juste le code rapidement qui a été mis en place. Donc, il y a trois types de choses, 3 objets principaux à connaître. Donc, il y a une première table sous un schéma qui s'appelle CDC admin. Oups, non, CDC admin. Qui s'appelle, disons, c'est parce que je ne l'ai pas mis sur le schéma, je l'ai mis sur le nom de la table. Ça ne va pas marcher si je l'ai pas sur le schéma. Voilà, et c'est la fameuse table de metadata dont Jean-Yves parlait. Alors, j'aurais pu mettre le last LSN ici, c'est juste que Debezium le gère. Et donc, typiquement, on a le schéma, on a la table. On a le file group parce qu'on peut changer, et ça c'est quelque chose intéressant justement si vous avez beaucoup d'activités, on peut changer le file group pour le CDC de telle façon que toutes les activités I/O soient faites sur un disque dédié. Donc là, typiquement ici, on ne l'a pas fait, mais on a l'opportunité de le faire si on a envie. On change juste le nom du file group et ce sera fait. On peut, alors, le nom de capture par défaut, je le laisse, mais on peut mettre le nom de capture qu'on veut, et on peut désactiver justement le CDC sur une table ou pas. Et puis le dernier élément qui est très important, c'est un élément qui, alors le support net change, pour ceux qui connaissent, ça permet il y a certaines fonctions qui peuvent permettre en fait de calculer un net change. Et c'est juste un petit peu coûteux quand même. Debezium n'en a pas besoin, c'est pour ça qu'on ne l'a pas mis, parce que ça rajoute un index non cluster sur chaque table de CDC, donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas fait. Et le mean to retain est très intéressant, et on va voir ça dans la démo, parce que en fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a des fois, on n'a pas forcément envie de migrer tous les événements CDC. On peut avoir 10, 20, 30 millions d'événements CDC, et on se dit, on sait que notre pipeline, il est à jour. On a juste besoin éventuellement de migrer seulement 30 minutes de données parce que on sait que ça va prendre une plombe pour migrer les 10 millions d'événements. Et donc, en mettant cette fonction-là, ça va permettre en fait de migrer lorsqu'on fait un changement de structure seulement, par exemple, les 30 dernières minutes ou les 10 dernières minutes en fonction de la vélocité du pipeline qu'on connaît et on peut le changer juste avant si on a envie de déployer. Voilà. Donc ça, c'est un événement, c'est un élément important en fait finalement de configuration avec le file group name. Je pense que les deux là sont très intéressants à gérer. Sur cette table, il y a un trigger également tout simple qui permet, il y en a même 2, qui permet en fait de s'assurer que le file group existe et qui permet de s'assurer que chaque table active a une primary key. Alors, le CDC n'oblige pas une primary key,
Mais dans le cadre de Debezium, le client voulait que ce soit une politique en fait de check. Donc j'ai des triggers qui permettent de faire ça, et donc c'est une table qui fait que 64 lignes, donc il n'y a pas de stress. Ça perturbe pas les performances, c'est bien. Question de Jean-Yves. Pardon. Oui. Ouais, Mean to Retain, c'est toujours le job de cleaning de SQL Server qui s'occupe du nettoyage. Point d'interrogation. De cleaning ou de cleansing. Non, c'est pas la même chose. Et c'est bien de le dire. C'est qu'en fait, quand on fait le clean-up, on peut définir la durée de rétention. Donc là, typiquement pour TCETRA, la durée de rétention, c'est 3 jours. Ça aurait pu être plus. Et on veut garder 3 jours. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est plus quand on fait une migration, quand on change une structure de données, on peut soit mettre nul en disant bah, on se soucie pas de ce qui se passe, on prend la durée de rétention qu'il y a actuellement, mais on peut overwriter le truc pour dire bah, je sais que c'est 3 jours, mais là, dans ce cas particulier où on fait un déploiement de structure, on n'a pas envie de reprendre les 3 jours parce qu'on sait que ça va loquer la table pendant X minutes. Donc, ça permet simplement en âme et conscience d'accélérer en fait le temps de déploiement. Merci. Merci. Donc, là, je vais aller dans le deuxième élément de programmation, alors, toujours dans CDC Admin. Non, ceux-là d'abord. Donc, c'est assez marrant parce que quand on regarde l'événement, en fait, ça, c'est fait automatiquement quand on installe le CDC et on constate un petit peu les événements sur lesquels, en fait, c'est des database triggers qui vont, en fait, synchroniser les événements. Donc, ça, c'est intéressant parce que finalement, la méthode que j'ai utilisée pour synchroniser les changements de structure, elle est basée sur un petit peu le même fondamental qui est on va prendre l'événement alter table. Alors après, je me suis dit, est-ce que j'ai besoin de prendre l'événement rename? Et en fait, finalement, je l'ai enlevé parce que non, c'est pas possible. En fait, on peut pas renommer une table source s'il y a du CDC en dessous. Donc, du coup, ça n'a aucun intérêt. Donc, il n'y a pas besoin, même si on ne peut pas renommer une source, la table, si on a CDC. Donc, forcément, cet événement n'a pas à être testé. Donc, on a juste l'événement alter table sur lequel je me base. Et le seul événement, alors j'en ai peut-être d'autres que j'ai oubliés et je serais ravi d'en entendre. Le seul événement où je me suis dit c'est un peu embêtant quand même que ça se déclenche, c'est lorsqu'on fait un alter table avec un rebuild. Sincèrement, j'ai pas envie que ça se déclenche. Donc, c'est la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis dit, non, s'il y a un rebuild, tu le déclenches pas. Alors, il faudrait pas avoir de chance. Alors, peut-être que je devrais encore mieux le faire, mais je touche du bois, j'ai pas de table qui s'appelle rebuild. Si j'avais une table qui se rappelle rebuild, peut-être que j'aurais des soucis. Mais là, dans ce cas-là, j'en ai pas. Voilà, donc c'est la première chose que je fais, c'est que évidemment, je ne déclenche pas les événements s'il y a un rebuild d'index. La deuxième chose que je fais, c'est que je parse après le JSON d'événements. JSON, je ne sais pas comment, c'est quelle structure. Rudy, c'est comment on l'appelle la structure Ça, c'est du XML dans le. Oui, dans XML, voilà. Ouais. Mmh. Donc, c'est vieux, hein, ça n'existait pas le JSON à l'époque en plus. Oui, voilà, c'est ça. Et bon, l'avantage, c'est que, en fait, ce que je fais, c'est que je parse le XML d'événements et je vais chercher le schéma et la table. Une fois que j'ai le schéma et la table, je vais regarder si ce schéma et table sont dans cette fameuse, comment on appelle ça, dans cette fameuse table TBL CDC table, et si elle est activée. Si elle n'est pas activée ou si elle n'est pas dans cette table, je dis je fais rien, quoi, puisque en fait il n'y a rien à faire. Donc c'est pour ça que la table metadata est quand même très importante. La deuxième chose que je fais, c'est quand même que je vérifie, parce que on ne sait jamais, que cette table elle est bien en CDC. Sinon, si elle n'est pas en CDC, j'ai rien à faire. Par contre, j'indique si elle était dans cette table de metadata et elle n'est pas dans cette table de CDC, j'indique il y a un anguille sous roche. C'est la seule chose que j'indique. Alors, je l'ai mis en print, j'aurais pu le mettre
en raise-erreur si je voulais, mais pour moi, ça peut être un cas très edge où en fait c'est volontaire. Et d'ailleurs, j'ai dans l'observabilité, dans le run mode d'observabilité, une alerte qui va chez Datadog, qui va justement vérifier ces genres d'incohérences entre la table de metadata et la table de CDC. Donc il y a ceinture et bretelle quand même, mais je ne veux pas que ce déclencheur oppose une erreur là-dessus. Et après, comme vous voyez, en fait, ce qu'on fait, c'est que dès qu'on a bien identifié le fait que cette table, elle est à prendre avec des pincettes et on doit migrer les événements CDC, il y a une procédure stockée qui a été mise en place qui s'appelle Update CDC Event Table, qui est la fameuse procédure stockée garde-fou dont Bilal parlait. Donc, je vais vous la montrer et puis après, je vais pouvoir faire la démo. Donc, il y a d'autres trucs qui gèrent des permissions, mais bon, c'est pas très important. Enfin, c'est important, mais c'est pas dans le cadre de l'heure, c'est pas très important. Et je voulais simplement montrer ce que j'ai expliqué rapidement avec Bilal. Et sa question, c'est que la première chose que je fais, c'est que je vérifie en fait s'il y a des locks exclusifs sur la ressource qui est particulière à savoir si d'abord si la requête actuelle a une ressource lockée. Si elle est déjà là, je dis il n'y a pas de souci, elle est mise en place sur l'objet. Sinon, si ce n'est pas le cas, je vérifie s'il y a un lock qui a été mis en place sur cet objet, donc forcément d'une session différente. Et là, j'indique en fait, je fais un raise error, comme je disais, un rejet, comme disait Bilal, pour dire non, je ne peux pas changer la structure parce que apparemment, il y a quelqu'un qui fait quelque chose dessus. Et sinon, s'il n'y a ni de lock de la session ni de lock d'une autre session, je crée un lock de telle façon que je puisse ensuite commencer ma migration. Sur les paramètres qu'on peut envoyer, il y a un paramètre comme Optimize with Tab Lock qui peut être intéressant, c'est lorsque, et ça marcherait très bien, là je l'ai mis à 0, mais on aurait pu mettre un 1, parce que en fait, quand on insère les événements, on peut très bien dire, finalement, on pourrait mettre with Tab Lock, parce qu'on lock de toute façon l'étape CDC, et donc quand on fait un with Tab Lock, ça peut améliorer la performance d'insertion. Alors j'ai une question, moi c'est je me souviens plus sur le DM Tranlox, tu testes le mode, tu testes le type, mais tu peux être en grant ou en wait normalement. Donc là dans ton cas, tu testes pas s'il est en train d'attendre d'acquérir un verrou X. Non, cela dit. Ouais, enfin bref, de toute façon ça reviendra au même, j'imagine. Disons que sur les tests, alors j'ai fait des tests empiriques d'accès concurrentiel. Ouais. J'ai peut-être pas testé tous les cas. Mais ça avait l'air de bien fonctionner en fait. C'est-à-dire que j'ai fait des load testing en fait j'ai fait à la fois des gros reads et j'ai fait aussi à la fois des load testing à côté et j'ai déployé ça et ça a bien marché. Cool. Après peut-être qu'en effet et je serais ravi d'entendre une amélioration. Il y a peut-être des types de lock dont je devrais prendre en compte en plus. Mais apparemment, ça fait 6 mois que c'est en prod et il n'y a pas de souci. J'imagine, ouais. Non, j'étais en train de réfléchir à ça. Bon, mais je suis entièrement d'accord que je n'ai pas la science infuse et que j'ai peut-être oublié quelque chose. Non, mais c'est pas mal. Hein. Et du coup, après… Question de Christophe, est-ce que tu es en RCSI sur la base? Donc en Read Committed Snapshot Isolation. Sur ce cas, alors c'est très intéressant parce que sur le cas de TCETRA, je ne le suis pas. Parce que de façon historique, il n'y avait pas eu à mettre en place le RCSI. Et en fait, comme énormément de lectures étaient faites, enfin 90% des lectures étaient faites en CQRS ou dans les read replica, finalement, on avait déjà de la version du reversioning sur les nœuds de read replica. Donc, on n'a pas mis de RCSI, en fait, finalement, sur ce cas d'usage ici.
Donc, je ne peux pas te dire s'il y a eu un… Alors, je ne pense pas qu'il y a d'impact, mais je ne peux pas être sûr à 100%. C'est un truc qui serait intéressant à tester empiriquement, en effet. Ouais, merci. Il faut être honnête, je n'ai pas testé ça. Le truc intéressant, c'est la mécanique, elle n'est pas… Alors, il y a peut-être plus gracieux, mais en fait, ce que je fais, c'est que je m'assure que pour faire la migration, je crée une nouvelle capture. Donc, d'abord, je disable la nouvelle capture, entre guillemets, si elle existait, au cas où il y aurait eu un bug. Après, je rajoute, je enable la capture. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a un autre paramètre qui permet de rajouter des colonnes computées, parce qu'une colonne computée n'est pas mise par défaut dans la table CDC. Qu'elle soit persistée ou non. Qu'elle soit persistée ou non. Okay. Donc, ça me permet en fait de la rajouter si j'ai envie. Je ne suis pas obligé, mais si j'ai envie, je peux. Voilà. Du coup, il y a toute une gestion finalement après d'insertion. Et donc, en fait, ce qui est important, c'est de vérifier l'intersection entre les nouvelles colonnes et les anciennes colonnes. C'est-à-dire qu'on a potentiellement rajouté des colonnes ou droppé des colonnes. Et du coup, en termes de migration, on va simplement migrer les colonnes qui sont communes. Donc là, on a une gestion dynamique des colonnes qui sont communes entre l'ancienne structure et la nouvelle structure. Et après, une fois qu'on l'a mis dans la nouvelle structure, alors là, on aurait pu s'arrêter là, peut-être avec de la gestion de synonymes ou des choses comme ça. Mais pour Debezium, en fait, où on n'a pas le moyen, c'est-à-dire que le Debezium se base sur le nom d'une capture d'écran particulière, j'ai décidé de réinjecter, de remigrer de l'autre côté tout ce qui a été nouvelle capture dans l'ancien nom de capture. C'est pour ça qu'on a une sorte de va-et-vient pour que finalement tout soit géré sans avoir changement au niveau des Debezium. Question flash de Jean-Yves. Est-ce que tu rencontres, après la démo, hein, est-ce que tu rencontres beaucoup de patterns CQRS implémentés chez tes clients? Non. Non, parce que c'est quelque chose qui est assez compliqué à mettre en place finalement. Il faut bien que les codes applicatifs soient bien isolés. Il faut bien comprendre. En fait, souvent, ça a été fait un petit peu mélangé et c'est assez compliqué. Donc, sur les nouveaux modules, ça se passe bien. Sur les anciens modules un peu legacy, il faut refaire du refactoring et parfois, ça demande. C'est pour ça que dans mon entreprise, j'ai aussi recruté des ingénieurs applicatifs parce que j'estime que parfois, on a besoin de changer aussi l'ingénierie applicative pour potentiellement améliorer et pour mettre en place, par exemple, des patterns CQRS ou dans un autre cas qui n'est pas SQL Server, changer le moteur de base de données de SQL Server à Postgres notamment, puisqu'on est Scala. Donc, je pense que ça va au-delà, en fait, et c'est assez complexe, en fait. Ça dépend de la maturité du use case et du client et de la bonne compréhension également, puisque c'est une forte éducation à donner aux clients. Merci. Donc non, c'est pas forcément très souvent, mais il y a des fois aussi je le rencontre. Bon, je précise pour les gens que CQRS, c'est un pattern de séparation entre les lectures et les écritures. Alors, on va, et je vois que j'ai 3 minutes, donc je vais faire une démo express. Donc, avant, j'ai fait un prérequis parce qu'il n'y en avait pas dans cette… j'ai été à 6 h du matin et j'ai créé en fait avec une procédure stockée 2 millions d'événements sur une table qui fait 20 millions de lignes. Voilà, comme ça, on a quelque chose d'honnête, quoi. Donc, je peux vous le montrer. On va le faire comme ça plutôt. Exec space used cdc. Oui, mais là, justement, je ne sais pas le nom. Est-ce que ça va marcher? On va voir, parce que je ne me souviens pas et j'ai pas le
Oui, voilà. Donc, j'ai mis environ 2 millions de lignes grâce, en fait, à un Go 100 d'une procédure stockée, voilà, tout simplement. Donc, j'ai fait 2 millions de changements. Très important dans le CDC, si vous mettez la même chose, c'est-à-dire que si vous faites un update de la même ligne avec la même donnée, ça ne crée pas un événement CDC. Ce qui est bien d'ailleurs. Je suis très content de ça. Donc ça, c'est quelque chose d'important à savoir, c'est que si vous updatez 1000 fois la même ligne avec la même valeur, il n'y aura qu'un événement. Une fois que là, volontairement, on l'avait disablé parce que dans cet événement, dans cet environnement, parfois, on ne veut pas déclencher les choses. Là, je vais déclencher le trigger qui permet justement de mettre en place la solution. Et on va faire quelque chose sur deux tables, pour 2 démos. La table order no, dont on va retenir seulement 30 minutes. Donc, on ne va pas avoir du tout les 2 millions de lignes, ne vont pas être intégrées, parce qu'en fait, il n'y en aura que des centaines. Parce que je vais en fait créer ici, grâce en fait à un drop table, là, je vais mettre par exemple une centaine d'order no, et je vais updater une centaine de commentaires pour créer en fait des CDC. Alors, je me souviens plus très bien, j'aurais dû le regarder. Je crois que c'était, attendez, 2 millions 20 200. On va le refaire histoire de s'assurer que 2 millions 20 200 en créé. Voilà, hop, on va voir si ça en a créé. Voilà, vous avez vu, il y avait 2 millions 20 200, maintenant il y a 2 millions 20 400 événements. Et le gros intérêt de cette solution, c'est que lorsqu'on va faire un alter de la table order no pour ajouter une nouvelle colonne, ça va être assez rapide parce qu'en fait, il va simplement prendre les 30 dernières minutes. Il ne va pas prendre les 2 millions d'événements. Donc ça, c'est l'intérêt de la metadata. Donc quand j'exécute, il a rajouté une nouvelle colonne, vous voyez, mais il l'a fait de façon quasiment instantanée parce que quand on regarde les événements d'insertion, de migration finalement de CDC, il a mis en place, en fait, il a pris une fonction ici pour aller prendre juste les 30 dernières minutes d'événements. Alors, 2h30 du matin chez eux, dans l'environnement dev, c'est pour ça que c'est 2h30, puisqu'il est 3h sur le serveur. Et ça, c'est important de comprendre. Par contre, maintenant, comme j'ai migré, si je refais ça, je vais avoir que 400 lignes. Puisque j'aurai tous les autres événements, je les ai supprimés. Donc ça, c'est le gros intérêt de la solution par rapport au min to retain. Donc c'est un truc instantané. Maintenant, quand je drop order no, bah, c'est pareil, il va le dropper de façon instantanée, il va refaire de l'autre côté. Yes, Lee, thank you. Il va le refaire de l'autre côté et du coup, on va de nouveau réavoir les 400 lignes. Je ne vais pas montrer avant, mais je peux le refaire de l'autre côté si vous voulez. Lorsqu'on regarde les CDC, maintenant, on n'a plus la nouvelle colonne, mais si je la rajoute, juste pour vous montrer, et que je fais un select, il y a bien la nouvelle colonne à la fin, vous voyez. Et lorsque je la supprime, je vais faire les deux en même temps, comme ça va très vite, il y a bien plus la nouvelle colonne. Donc ça, c'était pour un alter assez classique. Et là, j'ai voulu prendre un autre alter un peu particulier où, en fait, ça a un intérêt de le mettre dans le CDC. Typiquement, on a un problème, c'est que on a une colonne qui est en hiérarchie ID. Et le hiérarchie ID, lorsqu'on va l'extraire sur Redshift ou n'importe où, bah, c'est pas trop comment le lire. Donc, en fait, j'ai créé une colonne persistée qui va simplement prendre une fonction de hiérarchie et qui va la mettre en ligne, en string. Et ça, par contre, ça va être plus facile à lire. Donc, typiquement, ici, on va le faire sur une autre table qui a la metadata. Donc, lorsqu'on va mettre ça en place, alors, je peux vous montrer juste, il n'y en a pas, de CDC. Et en fait, on a déjà une hiérarchie string, mais là, j'en crée une nouvelle. Et vous voyez bien, c'est une colonne computée. Donc, la colonne computée, normalement, ça ne va pas dans les événements CDC. Mais j'ai mis en place un système qui dit, non, mets-la quand même.
Donc, il va la mettre quand même. Donc, ça prend un peu plus de temps parce qu'il va créer la colonne persistée. Mais ce qui est intéressant, c'est que si par exemple, je prends 100 lignes de account et que j'update, alors j'espère que j'ai updaté, ouais, on va voir, et que j'update les colonnes, il va le mettre dans le CT. Alors, je sais pourquoi. Parce que, en fait, j'ai déjà fait l'événement et je vais leur faire test 2 parce que, comme je disais, quand on met la même valeur, il ne met pas d'événement CDC. Donc, c'est un peu dommage. Et là, hop, voilà, comme c'était une nouvelle valeur, avant, c'est passé de test à test 2, il a mis les 200 lignes et on voit bien que la colonne persistée a bien été écrite dans le CDC, alors que sinon, il ne se crée pas. Voilà, donc c'est ce que je voulais montrer. Et après, bien évidemment, quand on drop, bah, il se drop également. Si on avait eu un peu plus de temps, mais comme il est 3h03, on n'a pas le temps, j'aurais pu faire un test en mettant ici, en faisant générer 2 millions d'événements sur Ordorno, maintenant, pour vous montrer, quand on fait un alter, combien de temps ça dure. C'est environ 1 minute, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est pour ça. Voilà. Il est 10h04, je voulais pas... Ah bah super, merci beaucoup. Il y a des questions? Bon, bah, cool, bah, belle... Ouais, super, c'est du gros boulot finalement. T'as mis combien de temps à faire ça? Oh, je dirais que j'ai mis... avec tous les runbooks, tous les tests et tout ça, on peut dire que ça met quand même facile 2 mois de recherche pour s'assurer que tout fonctionne vraiment bien. C'est pour ça que moi, le lock, j'étais pas serein. Mais c'était une réflexion sur le fait que, mais après, il faut réfléchir. Là, je sais pas, là, j'ai pas le cerveau ce matin, mais tu sais, quand t'as le lock, t'as le tick, t'as le mode, mais il peut être en wait. Donc, s'il est en wait, de toute façon, c'est à peu près la même chose pour toi, parce que ça veut dire qu'il va l'acquérir. Donc, il est de toute façon dans une démarche de... Il y a déjà quelqu'un qui a verrouillé, lui, il attend, t'es un peu dans la même... Finalement, ça change pas grand-chose, je pense. Mais ça peut être un test que je pourrais faire, c'est-à-dire essayer de voir comment faire pour faire que le wait soit long. Enfin, je ne sais pas. Parce qu'en plus, tu vas avoir en 2025, alors j'ai pas encore regardé, mais je pense que Julien et Stéphane vont en parler. Mais tu sais, tu as un lock after qualification qui est un truc qui est nouveau dans 2025, où tu verrouilles différemment en tout cas, la partie update, si je me souviens. Bah, j'ai pas encore regardé, clairement. C'est une façon de verrouiller la transaction plutôt que de verrouiller le... C'est plus les lignes, oui. Ouais. Et intéressant. Intéressant.